Les dryolestoïdes ont vécu durant le Jurassique. On a constaté que leur dentition ressemble à la dentition primitive des mammifères avant l'événement de différenciation marsupiale-euthérienne. Et ils sont probablement les derniers ancêtres communs des deux sous-classes de mammifères. Frutafossor ressemblait à un petit fourmilier et mangeait certainement des insectes comme les fourmis, de la même manière que ces animaux le font aujourd'hui. Mais il n'était pas lié à eux. Cela indique que les spécialisations associées à l'alimentation des fourmis ont évolué indépendamment à plusieurs reprises chez les mammifères. La découverte de Jura Maya donne un nouvel aperçu de l'évolution des mammifères placentaires en montrant que leur lignée a divergé de celle des marsupiaux 35 millions d'années plus tôt que l'on ne le pensait auparavant. Le dernier Eiomaia a été une découverte révolutionnaire, car ce petit mammifère est le plus ancien mammifère placentaire connu. De plus, sa découverte comble les lacunes dans les archives fossiles et aide à calibrer les méthodes modernes basées sur l'ADN pour dater l'évolution. Il a été suggéré que cet animal était arboricole, avec un mode de vie similaire à celui des rats modernes. Décrit initialement comme un être proche des primates, Purgatorius avait une taille proche de celle des souris. Sa survie possible lors de l'extinction Crétacé-Tertiaire il y a 66 millions d'années et sa radiation importante après cette extinction au cours du Paléocène ont sans doute joué un rôle dans l'évolution des mammifères et l'émergence d'Homo sapiens. L'allure générale de Zalamdalestes est celle d'une grande musaraigne d'une vingtaine de centimètres. Le museau de l'animal était allongé, les yeux très développés, mais le cerveau était de petite taille. Sa dentition révèle qu'il était, comme beaucoup d'autres mammifères du Mésozoïque, insectivore. Au Crétacé supérieur, le désert de Gobi était une plaine verdoyante. Zalamdalestes vivait probablement dans les arbres. L'Eptictidium était répandu en Europe, mais disparu il y a 40 millions d'années, ne laissant pas de descendants. On a trouvé des fossiles de conservation parfaite sur les sites fossiliaires de Messel en Allemagne, avec même des traces de leur fourrure et le contenu de leur estomac. Ils mangeaient des lézards, des insectes et des petits mammifères. La découverte de Volaticotherium a fourni le premier enregistrement connu de mammifères planeurs. Il a été noté que la plupart des mammifères planeurs sont principalement herbivores, ce qui rendrait le Volaticothère carnivore vraiment exceptionnel. Repenomammus était le plus grand mammifère connu du Mésozoïque. Il existe de bonnes preuves qu'il se nourrissait de dinosaures, bien qu'il ne soit pas possible de déterminer s'il chassait activement des dinosaures vivants ou récupérait des dinosaures morts.
Quand il était vivant, Barry Lambda ressemblait probablement à un grand tapir avec une petite tête, une longue queue et des pattes d'ours. Il semble qu'il était bien adapté à son environnement malgré sa précocité, mais il a finalement été remplacé dans son écosystème par d'autres pantodontes, comme le coryphodon. Celui-ci avait l'un des plus petits rapports cerveau-corps de tous les mammifères, possédant un cerveau pesant à peine 90 grammes pour un poids corporel d'environ 500 kg. Le crâne de Stylinodon suggère qu'il avait un visage émoussé et un museau très court. Ses canines étaient devenues énormes et ses molaires étaient couvertes d'émail. Elles grandissaient tout le long de sa vie. Il se nourrissait de racines et de tubercules rugueux. Les ptilocèrques de l'eau sont les seuls mammifères connus qui consomment de l'alcool tous les soirs en dehors des humains. Elles consomment l'équivalent de 10 à 12 verres de vin sans montrer des signes d'intoxication. Les tupaias sont les plus terrestres de toutes les espèces de musaraignes. Elles se trouvent généralement sur le sol de la forêt, le principal lieu de leur recherche de nourriture, bien qu'elles passent une partie de leur temps dans les arbres, surtout pour se protéger des prédateurs. Pholidocircus, comme le hérisson, était couvert de fines épines. Mais contrairement au hérisson, il avait des écailles sur la tête dans une formation en forme de casque. Le solénodon paradoxal ressemble beaucoup à une musaraigne surdimensionnée. En raison d'un manque d'ennemis naturels, il n'a pas développé de défense contre les prédateurs et c'est un coureur lent et maladroit. Ces caractéristiques sont typiques du gigantisme insulaire. On les retrouve aussi chez le dodo. Une étude a confirmé qu'il a divergé de tous les autres mammifères vivants il y a environ 78 millions d'années. Les hérissons à grandes oreilles peuvent être bénéfiques pour l'agriculture car ils mangent des organismes nuisibles comme les termites ou les scorpions. Ils ne sont pas nuisibles pour les cultures pour autant car ils vivent dans des zones désertiques où l'agriculture est difficile. En raison de sa petite taille et de ses habitudes recluses, la musaraigne naine peut être difficile à repérer. Elle a un taux métabolique extrêmement élevé et doit manger fréquemment pour éviter la famine. Le condylure étoilé est capable de sentir sous l'eau, en exhalant des bulles d'air sur des objets ou des sentiers odorants, puis en inhalant les bulles pour ramener les odeurs par le nez. Il est facilement identifiable avec les appendices charnus qui forment son museau. Ils lui servent d'organes tactiles, appelés organes des mers, avec lesquels cette taupe de la taille d'un hamster tâtonne pour identifier son environnement.
Onychonycteris était la preuve la plus solide jusqu'à présent dans le débat sur la question de savoir si les chauves-souris développaient une écholocation avant ou après avoir développé la capacité de voler. Le manque d'yeux agrandi indique que cette espèce peut avoir été diurne, résolvant le problème de la façon dont les chauves-souris primitives ont évolué en vol sans la capacité de naviguer la nuit en utilisant l'écholocation. Avec Icaronectis, on pense qu'il s'agit de l'espèce de chauve-souris la plus primitive connue. Les chauves-souris sont sûrement devenues nocturnes par la suite, probablement à cause de la compétition avec les oiseaux, plus efficaces dans les milieux aériens. Le vol a permis aux chauves-souris de devenir l'un des groupes de mammifères les plus répandus, et elles sont parmi les mammifères les plus vocaux. Elles produisent des appels pour attirer les partenaires, trouver des partenaires de repos et défendre leurs ressources. Ces appels sont généralement de basse fréquence et peuvent parcourir de longues distances. L'oreillard roux a des oreilles distinctives, longues, avec des plis bien visibles. Ils volent relativement lentement par rapport aux autres espèces de chauves-souris. Leur audition est suffisamment sensible pour entendre un papillon de nuit en vol. Avec quelques autres noctules, la noctule commune est l'une des espèces de chauves-souris qui se nourrit de petits oiseaux migrateurs nocturnes, les poursuivant en plein air. Megistotherium était un grand hyénodonte qui vivait au début du Miocène. La terre qui est maintenant le Sahara était beaucoup plus fertile à cette époque. Les prairies et les précipitations étaient abondantes et fournissaient de l'eau à la grande faune pour chasser. C'était un prédateur gigantesque, même un des plus grands mammifères carnivores qui ait existé. Il a été démontré que des espèces de hyénodons attaquaient avec succès d'autres grands carnivores de leur époque. Certains d'entre eux comptaient parmi les plus grands mammifères carnivores terrestres de leur époque. D'autres n'avaient que la taille d'une martre. Eomanis est le premier vrai pangolin connu. Ces animaux ont de grandes écailles protectrices de kératine recouvrant leur peau. Ce sont les seuls mammifères connus avec cette caractéristique. Ils sont nocturnes et capturent les termites à l'aide de leur longue langue. Ils sont menacés par le braconnage et la forte déforestation de leur habitat naturel. Ils sont les mammifères les plus braconnés au monde. Par conséquent, le pangolin Sunda est répertorié comme étant en danger critique d'extinction.